Bonjour à tous, on va aujourd'hui s'atteler à la correction de cet exercice qui porte donc sur les matrices de Bourdeau et qui est tombé cette année au concours central Supélec pour la filière Psy. Donc une matrice de Bourdeau, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice dont les coefficients diagonaux sont exactement son spectre, en fait compose le spectre. Donc comme on peut le voir ici, c'est que le polynôme caractéristique dont les racines sont exactement correspondent au spectre. En fait, c'est le polynôme scindé correspondant aux coefficients diagonaux de la matrice. J'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur cet exercice-là, car les matrices de Bourdeau, c'est un truc qui revient assez souvent, et en général, quand c'est posé, c'est un peu toujours de la même forme. C'est-à-dire que là, il est tombé sous cette forme-là en 2026, mais il était tombé également en 2023 et en 2024 en Psy, et c'était exactement de la même manière. Voilà, donc c'était les mêmes questions, à l'exception de la question 4, qui on verra est assez intéressante, pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais en tout cas, les 3 premières questions sont vraiment très classiques, et il faut impérativement savoir les faire. Je dis pas que c'est un classique, mais c'est bien de l'avoir dans sa boîte à outils pour les oraux. Donc ici, il y a une indication en plus, comparée à l'exercice de 2023 ou 2024, les deux je crois, si quelqu'un souhaite le faire. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de d'abord traiter l'exercice, puis après de revenir sur la proposition de correction que je vais fournir. La question 2A en fait n'était pas présente. Voilà, on passait directement à la question 2B. Donc on vous demandait de déterminer l'intersection en fait des matrices de Bourdeau et des matrices symétriques réelles. Et c'est moins simple, forcément sans cette indication. Donc on va commencer sans plus tarder par la question 1, en notant Bn l'ensemble des matrices de Bourdeau. Donc la première question, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur l'admission à Centrale Supélec, c'est vraiment pour voir si vous êtes là, si vous comprenez ce qui se passe, et pour qu'en fait le correcteur puisse diriger votre compréhension. Par exemple, imaginons que vous lisez en diagonale et que vous n'avez pas compris ce que c'est une matrice de Bourdeau. Justement, le correcteur sera là pour vous dire de relire éventuellement le préambule, enfin voilà. Mais la question 1, on souhaite seulement montrer que cet ensemble, donc oui, voilà, je l'avais... vous pouvez donc retrouver ici la version en LaTeX, que je trouve plus lisible. Et on souhaite montrer dans la question 1 que l'ensemble Bn est non vide, donc il suffit d'exhiber une matrice de Bourdeau. Donc on rappelle que en fait, le spectre de cette matrice A, en fait, ça sera les termes diagonaux, donc respectivement A11 jusqu'à ANN. Et une matrice très simple qui est de Bourdeau et qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la matrice identité. Donc on vérifie bien, ici je la prends de taille n, donc avec uniquement des 1 sur sa diagonale. Son spectre c'est bien 1. Je vais noter IN. Donc on a exhibé une matrice de Bourdeau de taille n, par conséquent Bn n'est pas vide. On a fini avec la question 1, on va donc passer à la question 2. La question 2, alors là je vais décrypter du moins ce que j'en ai compris, et on va essayer de comprendre donc pas à pas. On introduit la matrice A, qui est donc symétrique réelle, ce qui signifie que AIJ est égal à AJI. Voilà, pour IJ quelconque dans le crochet d'entier 1n, et on souhaite montrer cette égalité. Donc on voit bien qu'on aura une manipulation de matricielle à faire, parce qu'on fait intervenir les coefficients A et J, mais sauf qu'ils sont élevés au carré, respectivement d'un côté et respectivement de l'autre côté. Donc là, un réflexe qu'il faut avoir, vraiment important, c'est que bon, là c'est élevé au carré, mais en fait, de manière assez générale, je vais l'écrire en bas, il faut se souvenir en fait de l'écriture de la trace en fonction des valeurs propres. Voilà, donc ici on a indexé les valeurs propres sur de 1 à n, donc ici on va le faire de même. Sauf qu'ici c'est les valeurs propres au carré. Or, on sait d'après le théorème spectral, parce que la matrice A est symétrique réelle, par conséquent, on sait qu'il existe P, une matrice orthogonale, vérifiant donc la condition suivante, avec ici bien sûr des zéros et ici des zéros. Par conséquent, A carré
on peut montrer assez simplement qu'on a la relation suivante. Par conséquent, en fait, le spectre de A carré, ça va être l'ensemble des lambda carrés tel que lambda appartient au spectre de A. Voilà, donc jusque-là c'est très basique, mais je pense que pour l'illustrer, c'est bien de dire que A est diagonalisable par le théorème spectral, et donc on a cette écriture-là qui favorise grandement le... Enfin, c'est plus explicite, quoi. Donc, maintenant qu'on a montré que les valeurs propres de A carré, c'est les lambda carrés, bah, finalement, on peut remarquer que la trace de A carré, bah, c'est ni plus ni moins que la quantité qu'on a à droite. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve cette quantité-là. Donc le truc qui est important, en fait, c'est de connaître et d'y penser, bien sûr, parce que si vous n'y pensez pas, je pense que l'examinateur vous dira simplement de réfléchir à la trace, mais qu'en fait, la trace, on peut toujours l'écrire trace de A comme la somme des valeurs propres, mais on peut aussi l'écrire comme la somme des coefficients diagonaux. Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien de l'avoir déjà vu une fois, parce que sinon, c'est pas... Enfin, pour certains, ça sera intuitif, pour d'autres, non, et on ne pensera pas forcément à la trace. Donc voilà. Sauf que la trace, je vais continuer mon égalité ici. Hop. Et cette fois, on va sommer, donc oui, on va sommer sur J des AIJ, AJI. Or, justement, comme je l'avais dit, le truc qui est important, c'est que la matrice A, elle soit symétrique réelle. Donc, auquel cas, bah, on a que AIJ, c'est égal à AJI. De ce fait, en réunissant donc sous le même symbole de sommation le fait qu'on somme sur tous les tuples IJ, mettre le symbole tuple, en fait on va sommer les AIJ au carré. Voilà, donc finalement on a montré que cette quantité-là, c'était égal à la somme des lambda k carré, et on en a fini avec la question 2A, et j'avais oublié de mettre le A. Donc voilà, ce qu'il faut penser en général de manière assez générale, quand vous avez une somme de valeurs propres, que ce soit au carré, au cube, enfin voilà, il y a toujours une trace, je vais l'écrire, qui se cache derrière. Il y a forcément une égalité avec une trace où il va falloir la manipuler un moment, donc voilà, faut y penser. Ensuite, on souhaite déterminer donc l'ensemble des matrices de Bourdeau intersectées avec les matrices symétriques. Donc, pour l'instant, ce qu'on avait fait dans la question 2A, on s'était uniquement restreint au cas d'une matrice symétrique réelle. Donc en fait, cette relation-là, elle est vérifiée pour toute matrice symétrique réelle. Désormais, dans la question B, on va introduire une matrice A quelconque qui appartient cette fois à l'ensemble des matrices de Bourdeau, intersectées avec l'ensemble des matrices symétriques réelles. De ce fait, qu'est-ce qu'on sait ? On sait cela. Donc je vais le réécrire. Non, c'était un produit. X moins AII. Donc, de ce fait, les valeurs propres de A sont les AII. Donc, c'est-à-dire que, en particulier, il existe J appartenant à un N, tel que, là je prends le cas très général pour le premier coefficient diagonal de A, juste pour illustrer, tel que A1 en fait, ce soit égal à lambda J. Voilà, c'est ça qu'on dit. Donc finalement, là le truc qu'on peut remarquer, c'est que la lambda, donc en fait bien sûr si on a cette égalité-là, on a cette égalité-là. On a simplement à l'élever au carré. Donc finalement, on remarque que la somme, vu qu'on va sommer sur tous les cas de 1 à n, de lambda k carré, des termes diagonaux de A au carré.
Voilà, donc il suffit en fait de réorganiser la somme et on obtient bien cette égalité. On repart maintenant du fait que la matrice A soit dans l'ensemble de Bourdeau intersectée avec les matrices symétriques, bah, cette matrice est en particulier symétrique. De ce fait, on sait que cette égalité là, elle est bien vérifiée. Par conséquent, en fait, on va simplement séparer cette somme en deux. Enfin, quand je dis cette somme, oui. Cette somme-là en deux. Et donc, on va avoir les IJ dans un N tels que I différent de J. Donc là, en fait, quand on compte ça, si jamais on représente à l'aide d'une matrice, c'est comme si en fait on notait la diagonale et que là, on sommait uniquement les coefficients, les autres coefficients, quoi. Donc, des A IJ au carré, plus, et là, je vais l'expliquer. Donc là, vu qu'on a ôté la diagonale, bah ici, on la rajoute. Je vais indexer sur K. Voilà, est égal à... Or, justement, on a dit du fait que cette matrice soit de Bourdeau, bah on dispose de l'égalité suivante. Par conséquent, on peut simplifier de part et d'autre, et on arrive à... l'égalité suivante est égale à 0. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la matrice, là c'est important, le fait que A soit une matrice réelle, de ce fait, on est assuré qu'en fait, AIJ carré, c'est une quantité qui est supérieure ou égale à 0. Or, ici, on somme des quantités qui sont positives, et c'est égal à 0, ce qui implique que tous les coefficients non diagonaux de la matrice A sont nuls. Au carré, donc bien sûr, hein, AIJ est égal à 0. Par conséquent, on a vu qu'en fait, on dispose d'un critère fort sur les termes non diagonaux de la matrice. En revanche, sur les termes diagonaux, bah, on ne peut rien en dire, parce que comme on a vu ici dans ce calcul-là, il se simplifie. De ce fait, bah, on en déduit que l'ensemble, donc là on a montré une inclusion, mais en fait l'autre inclusion, elle est beaucoup plus simple, donc je vais pas la traiter ici. C'est vraiment ça, ce sur quoi on vous attend. En fait, on a montré que l'ensemble des matrices de Bourdeau intersectées avec l'ensemble des matrices symétriques réelles, c'est égal à Dn, que je note Dn, donc c'est l'ensemble des matrices diagonales de taille n. Et on a bien abouti au résultat donc, que je souhaitais montrer. Voilà, donc comme j'ai dit dès le début pour la question 2, le truc qui est important, c'est dès qu'on voit une égalité avec une somme de valeurs propres, il faut automatiquement penser à la trace. Une fois que vous avez cette égalité-là, je pense que si vous n'avez pas l'idée pour la B, si vous bloquez, en première indication, le jury vous dira de réexploiter cette relation-là. Et si vous bloquez un corps, bah, il vous demandera comment est-ce qu'on peut interpréter justement cette somme. Et normalement, là, vous devriez être débloqué. On va passer à la question 3. Donc la question 3, il n'y a pas d'indication. Donc s'il n'y a pas d'indication, bah, on s'attend justement à ce que ce soit un peu similaire à ce qu'on a fait précédemment. Et on s'imagine qu'on va devoir... On ne peut pas réutiliser cette expression-là, car elle est valable pour des matrices symétriques, et qu'ici on aura une matrice antisymétrique. Mais ça peut être une première piste de se demander comment cette relation-là se comporte dans le cas d'une matrice antisymétrique. Et donc, c'est ce sur quoi on va se pencher. Et en premier lieu, on va montrer un lemme qui est, que j'ai utilisé dans mon raisonnement, et je trouve ça assez intéressant. C'est pas explicitement au programme, mais c'est quand même très bien de le savoir. C'est un résultat général sur les matrices antisymétriques. Donc, je vais introduire ici une matrice A qui est antisymétrique réelle, ça a son importance. Et le spectre de A est inclus dans l'ensemble des imaginaires purs. Donc là, en fait, j'ai pensé à ça, à utiliser cela,
Car ici, le truc qui est vachement intéressant, en connaissant cette proposition, c'est qu'on voit vite qu'en fait, toutes les valeurs propres d'une telle matrice A qui appartient à Bn inter AN de R, et le spectre de A, il sera restreint à 0. Et ça, c'est souvent un résultat qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que cela est vrai? Car ici, on sait que les coefficients diagonaux de la matrice sont exactement les valeurs propres. Or, la matrice A qui appartient à Bn inter AN de R, justement, les coefficients de la matrice A sont réels. De ce fait, en fait, R inter IR, c'est 0. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que j'ai pensé à ça. Mais donc c'est vraiment un résultat que je vous conseille de retenir, hein, que le spectre d'une matrice antisymétrique est inclus dans l'ensemble des imaginaires purs. C'est très intéressant et ça mène souvent à des résultats assez sympas. Donc, de ce fait, comme je l'ai dit précédemment, car la matrice A appartient, cette fois on va prendre une matrice A qui appartient à Bn inter AN de R, par conséquent, on sait que pour tout I appartenant à 1n carré, les coefficients diagonaux de la matrice sont nuls. Voilà. Donc ça a son importance. Et maintenant qu'on sait ça, c'est assez fort parce qu'en fait, dans cette relation précise, ici, en fait, c'est comme si on avait réussi à montrer que la trace était nulle. Ça revient à la même chose. Donc, on va essayer d'exploiter cette fois encore la trace au carré et voir ce qu'on peut en faire. Donc, j'ai introduit ma matrice A ici, donc elle est bien introduite, et on va s'intéresser désormais à la trace de A carré. Donc, la trace de A carré, encore une fois, c'est la somme des lambda k au carré. Or, on a montré qu'en fait, lambda k c'est égal à 0, donc c'est égal à 0. Cette fois, on va utiliser la définition de la trace d'après les coefficients de la matrice. Et donc, de manière assez similaire à ce que j'avais fait, juste ici, oui. De manière assez similaire à ce que j'avais fait juste ici. Là, ça sera la somme double. On somme en fait sur les colonnes et sur les lignes de AIJ, AJI. Donc là, en l'état, c'est pas exploitable. Or, en partie du fait que A appartienne à Bn inter AN de R, c'est surtout AN de R ici qui va nous intéresser, eh bien, on est assuré que AIJ, c'est égal à moins AJI. C'est la définition d'une matrice antisymétrique. De ce fait, on a, je vais l'écrire sous la forme d'une somme de tuples, pour montrer qu'on somme bien sur tous les coefficients de la matrice, des AIJ carrés. Donc là, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on a réussi à montrer qu'en fait, cette somme-là est égale à 0. Par conséquent, d'après le même argument que j'avais donné précédemment, donc c'était le fait qu'une somme de termes positifs est égale à 0, encore une fois, on est assuré que les AIJ au carré sont positifs car la matrice A est à valeur... les coordonnées de A sont réelles, donc ça c'est bien positif. De ce fait, on a que AIJ carré est égal à 0, donc AIJ est égal à 0. Là, on a une condition qui est encore plus forte, parce qu'en fait, ça porte sur tous les coefficients de la matrice. De ce fait, la matrice A est égale à la matrice nulle. Voilà, donc là, en fait, on a raisonné par la double... j'ai fait n'importe quoi. La matrice A est égale à la matrice nulle, que j'ai noté 0. Et donc là, on a raisonné, on a fait une première implication. La deuxième implication, ça serait de montrer que la matrice nulle est inclue dans Bn inter AN de R. Bon, c'est direct, donc je ne vais pas m'en charger ici. Mais voilà, donc on a montré qu'au final, c'est égal à 0. Donc en fait, 0, c'est ici la matrice nulle, hein, bien sûr.
Et on a utilisé encore, on peut voir un raisonnement qui est assez similaire. Euh, donc là, enfin, j'ai l'impression que la pièce maîtresse du raisonnement, c'est quand même le fait que le spectre soit inclus dans l'ensemble des imaginaires purs. D'ailleurs, chose que je n'ai pas démontrée, donc on va s'y atteler. Donc, je vais le démontrer vers le bas, en bas, ça sera plus simple. Donc, on va prendre une matrice A, dans le cas très général, hein, donc pour une matrice A qui est simplement antisymétrique réelle, et on va prendre X, un vecteur, on va prendre donc plutôt d'abord lambda qui appartient au spectre de A, et on va prendre X qui appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda pour la matrice A. De ce fait, AX est égal à lambda X, et on va passer à une opération qu'on réalise très très peu en psy. Je crois qu'elle est assez courante en MP, c'est la transconjugaison. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez appliquer à la fois la conjugaison, comme on voit dans les nombres complexes, et qu'en même temps vous allez transposer. Et donc si on transconjugue tout ça, on obtient finalement la relation suivante, sachant que lambda c'est un réel, donc transposer, enfin lambda c'est un scalaire, donc transposer ça sera juste lambda conjugué. Ici on a x lambda transposé, et ici donc on opère de la manière suivante. La matrice A étant antisymétrique réelle, on sait que A est égal à A conjugué, donc c'est simplement égal à A transposé. Or, la matrice A est antisymétrique, donc A transposé est égal à moins A. Par conséquent, on obtient la relation suivante, et on va multiplier par x à droite. Or, AX, c'est solution de l'équation propre, donc c'est égal à lambda x. Voilà, et donc j'avais oublié de mettre un x ici. Et donc en fait, on voit bien ce qui se profile. On pourrait le montrer. Alors je crois, en fait, cette quantité-là, ça fait énormément penser à x transposé x. Et ça, en fait, on sait que c'est la norme. La norme canonique sur Mn en 2R. Ici, c'est pas exactement une norme, mais je crois qu'on peut montrer, c'est une histoire de produit hermitien, je sais pas exactement, parce que c'est un truc qui reprogramme en psy, et moi j'étais en psy, mais on peut montrer en fait que cette quantité-là est positive. Enfin, elle est positive, oui, sauf que ici on a pris un vecteur propre, et du fait que ce soit un vecteur propre, on sait que x est différent de 0. Donc en fait, cette quantité-là, on peut montrer qu'elle est strictement positive. C'est ça qui est intéressant. Et donc finalement, on arrive à montrer que moins lambda est égal à lambda bar. Voilà. Ce qui signifie que lambda appartient à IR. Et vu qu'on a pris lambda quelconque, de ce fait, on a bien montré que le spectre de A est inclus dans l'ensemble des imaginaires purs. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est un résultat qui, je crois, n'est pas au programme, parce que dans mon cours, c'était sous forme de remarques, et ma prof ne faisait pas d'heure programme. Voilà, donc à mon avis, c'est juste pas dans le cours, mais c'est un résultat qui est vraiment important à savoir, et c'est très courant les exercices aux oraux sur les matrices antisymétriques, parce que ceux qui font les exercices d'oraux savent que c'est pas au programme. Donc en fait, c'est une bonne manière de tester notre adaptabilité à ce genre de choses un peu nouvelles. Donc si vous les avez déjà vues, forcément c'est une longueur d'avance assez considérable. Voilà, donc en montrant ici les étapes importantes, donc c'est d'abord de se souvenir que le spectre est inclus dans l'ensemble des imaginaires purs, réussir à adapter cette information au contexte ici, le fait qu'on soit dans Bn inter à n, conclure sur le fait que les coefficients diagonaux soient nuls, et ensuite avoir l'intuition de en fait revenir à cette relation-là. Parce qu'en fait, les matrices symétriques et antisymétriques, à 2-3 choses près, c'est à peu près la même chose. Donc si vous manipulez uniquement des opérateurs linéaires comme la somme par exemple, en fait, très souvent, ça sera le même raisonnement à un moins près. Donc là, c'est exactement ça en fait. Parce que à la place d'avoir la somme tout court, là, on a un petit moins. Voilà. Et donc ça permet d'aboutir au résultat suivant, que Bn inter à n de R est égal au singleton 0, enfin au singleton matrice nulle.
on va passer désormais à la question 4. Donc déjà, moi je trouve personnellement que faire tout ça en 30 minutes, parce que oui, j'avais oublié de le dire, je vais le noter en gros, mais qu'en fait, bien sûr, vu que c'est un exercice central maths 1, tout ça doit être traité en 30 minutes. Donc il faut vraiment être rapide, enfin tout ça en théorie. Mais la question 4, sans indication, je la trouve vraiment très balèze. C'est pour ça que j'ai préféré apporter la correction aujourd'hui. Mais déjà, je pense que faire les 3 questions, ça assure une très bonne note. Un 15, un 16, facilement. La 4, ce sera vraiment pour déterminer le meilleur du meilleur. Mais je pense que très peu y arriveront. Et elle n'est pas si simple que ça. Donc, on introduit V. Alors, j'ai oublié de le noter. Alors oui, donc comme je disais, la spécificité ici sur V, donc quand j'ai envoyé le texte initial à l'IA pour qu'elle le mette en LaTeX, elle a oublié de préciser que V est un SEV1. Je vais le mettre en très gros, c'est ça qui est important. Parce que sans ça, la question... Enfin, en tout cas, dans le raisonnement que je vais apporter, on bloque sans cette information. Donc, j'avais pensé à un premier truc. En fait, c'était un peu comme on fait en probabilité avec la formule des probas totales. C'est d'écrire Bn inter Mn de R, qui bien sûr est égal à Bn. Et en fait, de réécrire Mn de R par la décomposition symétrique comme la somme directe de Sn de R plus An de R. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça, et ensuite ce que je voulais faire, c'était majorer les dimensions. Ça ne marchait pas de mon côté, en tout cas, c'est peut-être une piste exploitable. Si vous arrivez avec ça, je serais content de le savoir. Mais moi, en tout cas, ça n'a pas abouti. Donc j'ai pensé à un autre truc, en fait, c'est que ici, on nous fait étudier V inclus dans Bn. Or, on n'a pas d'information propre sur Bn. Néanmoins, on a une information sur Bn inter Sn de R. Bon, également sur Bn inter An de R, mais je pense pas que ce soit vraiment exploitable. Enfin, si, ça reviendrait au même, je pense. Moi, j'ai fait le choix de partir sur Bn inter Sn. L'avantage, c'est qu'on connaît la dimension. Parce que Bn inter Sn de R, c'est égal à Dn. Et on sait donc, ici, on va désormais parler en termes de dimension. Donc on sait que la dimension c'est égal à n, parce qu'au final il y a n places libres sur la diagonale. De plus, on connaît la dimension de Sn de R. Normalement, je suis pas sûr que ce soit du cours, mais c'est souvent vu en exercice en première année. C'est nn plus 1 sur 2. Et nous, ce qu'on recherche en fait, c'est la dimension, une majoration de dim de V. Voilà, donc l'idée en fait ici, ça sera de faire apparaître Bn inter Sn de R. Pour ce faire, on peut utiliser une égalité ensembliste. On sait que V est inclus dans Bn. Ainsi, on a V inter Sn de R, qui, je vais mettre des parenthèses pour que ce soit plus clair, qui est inclus dans Bn inter Sn de R. Et donc là, en fait, on retrouve bien l'ensemble dont on a des informations, qui est cet ensemble-là. Voilà, donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la dimension de V inter Sn, je vais directement écrire Sn après pour que ce soit plus simple, est inférieure ou égale à la dimension de Bn inter Sn, c'est-à-dire que c'est inférieur ou égal à n. Donc on a une première majoration, mais qui porte uniquement sur V inter Sn de R. L'idée, ici, en fait, c'est d'utiliser la formule de Grassmann. Donc, la formule de Grassmann nous rappelle que dimension de V plus Sn de R, c'est dim de V. Donc, justement, ici, c'est intéressant parce qu'on retrouve... C'est ça, en fait, qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est qu'ici, on retrouve le dimension de V qu'on cherche à majorer. Et sans la formule de Grassmann, j'arrivais pas à le faire apparaître. Dimension de V plus dimension de Sn de R. J'avais dit que j'allais enlever le Sn2R, mais bon, je l'ai laissé finalement. Et donc là, on voit que c'est intéressant, parce que finalement, on a une information sur cette quantité-là.
une information sur cette quantité. Cette quantité, on est bien content qu'elle soit là parce que c'est ce qu'on cherche à majorer. Néanmoins, on n'a pas d'information sur V plus Sn de R. Néanmoins, un résultat du cours, et c'est pour ça que je disais que c'est important que V soit un SEV. De toute façon, sans SEV, il n'y a pas de notion de dimension. Donc c'est un peu, ça serait bizarre. On sait qu'en fait, V plus Sn de R, c'est un SEV. Donc je vais plutôt le mettre là. Hop. On sait que V plus Sn de R, c'est un SEV. On sait même que c'est le plus petit SEV contenant V et Sn de R. Donc de ce fait, c'est un SEV de Mn de R. Donc on sait que dimension de V plus Sn de R. Donc là, c'est une majoration qui est très grossière, mais je ne voyais pas comment faire plus finement. Et finalement, j'aboutis à un résultat qui est correct. Et inférieur à la dimension de Mn de R, c'est-à-dire n carré, car on a n carré place dans une matrice. Donc finalement, je vais repartir sur cette ligne-là. On sait que dimension de V plus dimension de Sn moins dim de V inter Sn est inférieur ou égal à n carré. Je vais continuer sur une... Ouais, je vais continuer ici. De ce fait, dimension de V va être inférieure à n carré moins nn plus 1 sur 2, qui est la dimension de Sn de R qu'on avait rappelé juste ici, plus la dimension V inter Sn de R. Or, justement, on connaît une majoration de cette dimension qui est n. Donc, plus n. Ici, en fait, on a remajoré pour obtenir cette majoration. Et finalement, on aboutit, donc là, j'épargne les calculs, mais on aboutit à dimension de V inférieure ou égale à nn plus 1 sur 2. Voilà, donc en fait, on voit qu'on majore par la dimension de l'espace des matrices symétriques. Voilà, donc j'ai obtenu cette majoration-là. Or, à ce stade-là, c'était pas fini parce qu'on a trouvé un majorant. Néanmoins, on souhaite déterminer la dimension maximale. Donc, il faut s'assurer que ce majorant soit atteint. Donc, en fait, là, c'est comme si on décomposait la question, c'est comme si on avait fait la 4A. Et là, on va partir sur la 4B. On souhaite montrer que ce majorant est atteint. Comment est-ce qu'on peut montrer que ce majorant est atteint? L'idée, en fait, ici, ça serait de exhiber donc un ensemble A qui soit inclus dans l'ensemble des matrices de Bourdeau, de telle sorte à ce que cet ensemble, la dimension de A soit égale à nn plus 1 sur 2. Et donc, pour ce faire, on connaît en fait, à part l'ensemble des matrices symétriques, un autre ensemble dont la dimension est nn plus 1 sur 2, c'est l'ensemble des matrices triangulaires. Triangulaire en haut, en bas, ça à la limite on s'en fiche, mais triangulaire, du coup je mets Tn+, pour les triangulaires supérieurs, voilà. Tn plus de R, et on remarque en fait que Tn plus de R, il est bien inclus dans Bn, car en fait le spectre d'une matrice triangulaire, donc avec respectivement que des zéros ici, la diagonale, et ici des coefficients quelconques, le spectre il est bien localisé sur la diagonale. De ce fait, on respecte bien la condition que si je note cette matrice T, on a qui de T qui sera égal au produit des x moins AII. Voilà. Donc on a bien Tn plus de R qui est inclus dans Bn. De ce fait, on a montré que dim de V admettait le majorant nn plus 1 sur 2 et que ce majorant est atteint en fait sur l'espace Tn plus de R qui est bien inclus dans Bn. Par conséquent, nn plus 1 sur 2 est bien la dimension maximale de V. Ainsi, on peut noter que dim max de V est égal à nn plus 1 sur 2. Je vous invite quand même à revoir
ce que j'ai fait sur la fin de la question 4, parce que jusqu'ici, enfin, c'est pour ça que j'ai séparé en 4A, 4B, jusqu'ici je suis sûr, enfin je pense que c'est bon, sinon j'ai dû faire une erreur peut-être de calcul quelque part, mais ça me semble correct. Par contre, c'est le raisonnement en fait dans la 4B sur le fait que on ait un max. Je suis pas si sûr, mais ça m'a l'air de marcher. Encore une fois, de toute façon, c'est qu'une proposition de correction. J'ai pas la prétention d'être sûr de tout ce que je fais et surtout que tout soit bon. Néanmoins, voilà, donc c'était tout pour cet exercice. Encore une fois, je le trouvais intéressant pour la question 4, en fait, que je n'avais jamais vu dans les précédents exercices sur les matrices de Bourdeau. Néanmoins, si vous êtes admissible sur le concours Central Supélec et que vous souhaitez préparer les oraux, je vous conseille vivement en fait de faire et de refaire les questions 1, 2 et 3. Parce que ça tombe assez souvent, c'est un classique, et si c'est pas dans votre TD, ça pourra surprendre le jour de l'oral. Donc c'est bien de l'avoir vu au moins une fois, surtout que comme je vous l'avais dit, dans tous les exercices que j'avais vus, la question 2A n'était pas présente. Et sans la question 2A, bah, en fait c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut trouver soi-même l'idée, ensuite l'exploiter, et ensuite avoir l'idée de réutiliser la même chose pour la 3. Voilà, donc je vous conseille de revoir les questions 1, 2, 3. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que l'exercice vous a plu. Et j'essaierai peut-être de proposer par la suite d'autres exercices qui sont tombés au CCS en psy cette année, mais peut-être sur d'autres chapitres. Donc si vous avez d'autres chapitres en tête, ou bien si vous voulez des exercices de physique aussi, je pourrais éventuellement en faire. Ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà, je me tâtais peut-être à continuer à faire de l'algèbre. Je sais pas si je passerai à l'analyse, je verrai. Mais enfin voilà, c'est tout en tout cas pour cet exercice. Et n'hésitez pas à signaler si jamais il y a une erreur en commentaire dans ce que j'ai fait.